a quand même beaucoup de fidèles, si je peux me permettre. Donc je suis heureuse au nom de la médiathèque de vous accueillir pour ce premier café philo de l'année. Et comme vous pouvez vous en douter, je suis très heureuse de retrouver Abdel Abemli, docteur en sciences politiques et consultant, qui nous suit depuis, on ne compte plus les années maintenant pour ce café philo. Voilà. Et vraiment très ravie aujourd'hui d'accueillir Patrick Bannon, écrivain, essayiste et aussi auteur et spécialiste de tout ce qui est diversité, donc, qui est le thème aujourd'hui. Bonne séance à tous. Merci. Bien, donc bonjour à vous et bienvenue à cette nouvelle édition de notre Café Philosophie. En votre nom, je voudrais renouveler mes remerciements en direction de Céline Bonneau, qui est évidemment, si je puis dire, la cheville ouvrière de ce café philosophique depuis qu'on l'a fondé ensemble il y a maintenant 11 ans. Un grand merci à l'équipe aussi de la médiathèque qui accepte gentiment de venir nous aider un samedi après-midi. Et puis un grand merci à Omar qui nous accueille dans son café et qui nous a enfin permis de concrétiser le véritable projet d'un café philosophique, puisque maintenant, le café philosophique est au cœur de la cité au sens grec, et la philosophie, à sa naissance, elle était justement, c'était des sujets de débat au cœur de la cité, et donc nous sommes, grâce à Omar, maintenant en phase avec l'esprit originel de la philosophie qui doit s'inscrire dans la vie de la cité et donner lieu à des débats qui concernent justement la vie de cette cité. Et nous sommes tout à fait, je crois, au cœur de la question, enfin d'une des questions qui se posent à la cité au sens peut-être de l'humanité tout entière, qui est donc le thème dont M. Patrick Bannon va nous parler, et je voudrais aussi, en votre nom, même si ça a été fait tout à l'heure, lui dire un grand merci d'avoir accepté de venir jusqu'à Fonconville, partager avec nous ses réflexions sur plein de sujets, parce que comme vous avez pu le constater, Patrick Bannon est un érudit, et il touche à énormément de disciplines. Et donc, il est aujourd'hui considéré comme un des meilleurs spécialistes de la question de la diversité. Et donc, je voudrais aussi dire, pour inscrire cette thématique dans l'affiliation de ce que nous faisons depuis que le Café Philosophique existe, donc pour les fidèles, ceux qui nous suivent, nous avons eu un certain nombre de thèmes qui, de manière directe ou indirecte, convergent dans le sens de la problématique sur laquelle on est aujourd'hui. Je pense par exemple au premier thème du Café Philosophique en 2003 qui portait sur la mondialisation. À l'époque, c'était un sujet relativement rare, assez confidentiel, qui concernait quelques spécialistes. On a eu également des choses qui tournent autour de l'altruisme, une autre façon d'aborder justement la question de la diversité. On a eu aussi récemment un thème sur la conscience de moi, la conscience de l'autre, et comment j'entre en relation avec l'autre à travers des consciences qui sont différentes, mais qui ont des choses à partager. On a eu également un thème sur la fraternité. C'est un autre versant de la complexité. Enfin, je ne citerai pas tous les thèmes qui sont en rapport avec le thème d'aujourd'hui. Je pense notamment à un thème qu'on a eu sur l'interculturel. Et donc l'interculturel, comme nous l'expliquera Patrick Bannon tout à l'heure, est l'une des facettes de cette diversité, mais nous verrons aussi que les facettes sont multiples et variées. Donc l'ouvrage de Patrick Bannon qui s'appelle « Réinventons les diversités », je trouve que le choix du pluriel était tout à fait pertinent, dans la mesure où cette diversité présente des facettes différentes et complémentaires.
Et puis, en discutant avec lui tout à l'heure, parce que je n'ai pas eu l'occasion de discuter avec lui, donc l'entrée en matière se fait par la tour de Babel. Je lui dis, ben voilà, donc la tour de Babel, c'est une histoire que nous avons tous plus ou moins lue, entendue, mais l'entrée par la tour de Babel, si je puis dire, dans la problématique de la diversité, j'ai trouvé cette métaphore, et c'est une métaphore, mais c'est aussi un récit qui appartient à la tradition religieuse, étant un spécialiste de l'histoire des religions, donc il a fait le choix d'aborder des choses qu'il connaît bien, et donc c'était extrêmement parlant de rentrer dans la question de la diversité à travers la tour de Babel. À juste titre, puis je pense qu'il aura l'occasion de le dire avec ses propres mots, je partage totalement son affirmation, qui est une affirmation très forte. On a eu l'occasion d'évoquer à plusieurs reprises. Nous vivons probablement une des plus grandes révolutions de l'histoire de l'humanité. La dernière fois, on a parlé de la troisième révolution parce qu'on était sur comment le numérique, comment l'arrivée du numérique, de l'Internet, etc., modifie notre rapport au monde, au savoir, au temps, à l'histoire, à la mémoire, à l'eau, etc., etc. Eh bien, on peut dire aussi que dans cette troisième grande révolution à laquelle on fait allusion, on assiste probablement à un phénomène d'accélération inédit, justement de ce processus de diversité qui a accompagné l'histoire de l'humanité depuis que l'humanité existe, mais les formes, les modalités, le rythme de cette diversité présente une figure tout à fait singulière que Patrick Bannon nous exposera tout à l'heure avec son approche et avec son regard. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans son ouvrage, c'est cet aller-retour entre une connaissance académique qu'il a des sujets sur lesquels il travaille et puis un ancrage dans la réalité, ce qui n'est pas toujours le cas pour... alors soit on est trop dans la réalité et on n'a pas la possibilité de prendre de la hauteur pour porter un regard, je dirais, nourri par des concepts, par une réflexion philosophique, sociologique, historique, anthropologique, tout ce qu'on veut. Trop dans la réalité, eh ben, on finit par ne plus rien voir cette réalité, parce que c'est le phénomène de la myopie, quand je suis trop près de quelque chose, je ne le vois plus. Et puis, il n'est pas dans la stratosphère conceptuelle, coupée de la réalité, ce qu'on appelait à une époque maintenant révolue, l'intellectuel en chambre, celui qui réfléchit sur le monde, mais dans sa chambre. Sauf que le monde n'est pas dans la chambre, même s'il y a un petit bout de monde dans la chambre. Et donc, son ancrage dans le monde du réel, et notamment dans le monde de l'entreprise. Et j'étais extrêmement intéressé par la thèse que soutient Patrick Bannon. Moi-même, je suis aussi assez régulièrement dans le monde de l'entreprise. Et la thèse qu'il avance, une des multiples thèses qu'il avance dans son ouvrage, c'est de dire que c'est probablement dans l'entreprise que l'affaire de la diversité aujourd'hui va peut-être trouver un certain nombre d'éléments de réponse. Et alors, quand je suis tombé sur cette phrase, j'étais en train de lire un ouvrage qui est sorti il y a 2-3 semaines, et que je suis en train de lire avec bonheur. Je ne l'ai pas encore entièrement lu, parce qu'il fait 500 pages. Et cet ouvrage est le fait d'un philosophe singulier, atypique, extrêmement attachant d'abord sur le plan humain, qui s'appelle Richard Sennett. Et son ouvrage, qui est sorti donc il y a quelques semaines, s'appelle « Ensemble pour une éthique de la coopération ». Moi, je l'ai acheté pour mieux comprendre comment un philosophe peut parler de ce concept de coopération qui est au cœur justement de la vie du monde du travail, le privilège de l'entreprise, de l'administration, de l'école, de tout ce qu'on veut. La coopération est au cœur justement de l'activité humaine. Et là, je tombe sur une réflexion qui croise un petit peu la réflexion de Patrick Bannon. Et alors, donc ce titre que je trouve très évocateur, « Ensemble pour une éthique de la coopération », quelques idées que je vais partager avec vous très rapidement. Après, je laisserai évidemment la parole à notre invité, parce que c'est lui qui a l'honneur aujourd'hui. Mais c'est bien, comme on le fait habituellement, de croiser un peu ce double regard, le regard de l'animateur et le regard de l'invité. Première chose que nous dit
donc Richard Sennett, il nous dit « Les sociétés occidentales sont en train de rentrer dans un processus de tribalisation. » Inquiétant. Pourquoi inquiétant? Parce que la tribu a toujours été, pour ceux qui ont fait un peu d'ethnographie, qui ont lu des ouvrages anthropologiques, l'antithèse de la modernité, c'est la tribu. Bien évidemment, parce que la tribu, c'est ce qui a précédé l'arrivée de ce qu'on appelle la modernité, c'est-à-dire de ce qui va se passer à partir du XVIe, XVIIe siècle. L'individu qui s'émancipe, on se libère d'un certain nombre de, je dirais, de mécanismes de contrôle, d'origine politique, religieuse, etc. Donc la tribu est en train de revenir. Évidemment, ce n'est pas la tribu telle qu'on peut s'imaginer dans des films qu'on a vus ou dans des promenades qu'on a pu faire dans certaines contrées, mais c'est cette espèce de regard sur le monde et cette manière de s'organiser en tant que collectif qui réactive un certain nombre d'archaïsmes qui plongent leurs racines justement dans cette configuration qu'on appelle la tribu, qui est une mode d'organisation sociale comme une autre qui a existé, mais que la modernité voulait évidemment dépasser. Alors, à partir du moment où on est dans un retour du tribalisme, la conséquence immédiate, deuxième idée de Sennett, c'est le refus de ce qui est dissemblable. Nous y sommes. Nous sommes dans, justement, la problématique de la diversité. Alors, tribalisme, c'est la solidarité avec mes semblables et, de préférence, une agression contre ceux qui sont différents. Parce que Sennett fait un parallèle avec le monde de l'éthologie, le comportement, au sens du comportement animal. Il dit les mammifères, ils chassent en meute, ils chassent ensemble, ils protègent leur territoire et ils sont à l'affût de tous ceux qui sont différents d'eux parce que le différent est forcément source de danger pour la meute de mammifères qui chassent sur leur territoire. Mais il est rassurant parce qu'il nous dit que ça ne marchera pas, ça. Ça ne marchera pas parce qu'il s'inspire aussi des travaux des neurosciences et il nous dit que la coopération est une notion qui est inscrite dans les gènes de l'être humain tel qu'il a évolué quand il est devenu Homo sapiens sapiens. Donc à partir de là, on peut espérer que ce tribalisme dont il parle n'est qu'une manifestation ou un comportement qui est opposé aujourd'hui face à un monde qui change trop vite, des repères qui sont en train justement de disparaître au profit de repères nouveaux. Et ce tribalisme est probablement une réponse archaïque à un phénomène qui est inscrit dans le temps présent et qui va être aussi la dynamique de l'avenir dans laquelle on est inscrit. Et souvent, les philosophes, les sociologues, les historiens nous rappellent que quand l'humanité est surprise par des évolutions trop rapides, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, en général, elle se referme sur elle-même, elle réactive des comportements archaïques, le temps de domestiquer, justement, ce changement qui est en cours, qu'on a besoin de mieux comprendre pour pouvoir éventuellement le réinvestir avec des catégories, des comportements différents. Donc ça, c'est le côté... Alors, je vais me dépêcher pour finir, ne pas monopoliser la parole. Il cite donc Aristote, il nous dit, Aristote, un des premiers philosophes, à s'inquiéter du danger des sociétés monolithiques, c'est-à-dire sans diversité. Pour Aristote, la cité est composée non seulement d'une pluralité d'individus, on n'est pas une somme d'individus qui cohabitent, mais cette pluralité d'individus doit fonctionner aussi dans sa diversité parce que ce qui fait société, ce qui produit du collectif, c'est la capacité que chacun va avoir à apporter ce qu'il peut apporter à un collectif. Il y a besoin de partager du différent pour construire justement du collectif. C'est-à-dire, et on reboucle avec la notion de coopération, la coopération n'a de sens que dans la mesure où vous pouvez m'apporter quelque chose. Parce que si vous n'avez rien à m'apporter, je n'ai pas à coopérer avec vous. Mais le seul problème, c'est que comme je ne peux pas faire tout ce dont j'ai besoin en tant qu'individu, la coopération s'impose à moi, et par voie de conséquence, avoir affaire à la diversité s'impose à moi aussi si je veux être dans la coopération, c'est-à-dire si je veux vivre et continuer à bénéficier de ce que mes semblables peuvent m'apporter.
Voilà. Moi Non, mais j'avais bien écouté tout ça. Alors, le sujet est tellement vaste que je ne sais même pas par où commencer. Parce que généralement, quand je parle de commencement, oui, la cueillette alors. Oui. Non, parce que généralement, quand j'interviens, notamment dans des entreprises, sur ces sujets-là, bon, il faut une journée pour tenter de débroussailler, de prendre un peu de distance, d'aller dans les détails. Donc c'est vrai que je vais avoir la crainte personnelle de vous asséner des vérités, des caricatures même. C'est pour ça qu'après on aura des questions, des débats, hein, des interrogations, des remises en question. Et ça me permettra d'aller chercher d'autres informations. Parce que là je pourrais pas, je crois que j'ai qu'une demi-heure. C'est ça? Oui, je le vois un peu plus. Un peu de déplacement. Juste pour revenir, bon, Aristote, juste pour notre ami philosophe tout à l'heure, moi je ne le porte pas dans mon cœur, Aristote. D'abord parce que il a entièrement conceptualisé l'inégalité entre l'homme et la femme. Donc il a une vision de la société qui est, à mes yeux, totalement inexacte. Mais il a influencé la plupart des penseurs religieux et malheureusement ces idées ont traversé les commentateurs religieux. Alors le statut de la femme inégale dans les religions vient du fait que nous vivons dans un patriarcat perpétuel depuis l'origine des organisations sociales, mais aussi légitimé par des gens comme Aristote. Voilà, donc il y a un aspect d'Aristote qui me gêne toujours quand on parle d'Aristote. C'est vrai que j'ai commencé cet ouvrage en parlant de la tour de Babel, parce que d'abord elle a existé. Il y a la fameuse tour de Babel de la Genèse, mais c'est la tour de Babylone, et c'est celle que les Judéens qui ont été déportés à Babylone par Nabuchodonosor vers 587 avant Jésus-Christ, eh bien la première chose qu'ils ont découverte, c'est cette immense tour de 7 étages, alors qu'eux venaient d'une région où s'il y avait 2 étages dans une maison, c'était déjà pas mal. Donc ils se sont dit, on va disparaître dans cette immensité qui était Babylone à l'époque, hein, qui était une métropole, hein, par rapport à Jérusalem par exemple, ou Jéricho. Ils ont pensé qu'ils allaient disparaître, et c'est à partir de cette tour-là qu'ils ont tout fait pour justement ne pas disparaître. Et donc un certain nombre de pratiques qu'on retrouve encore aujourd'hui quand des identités sont inquiètes, ont été pratiquées par les Judéens qui, une fois libérés, une cinquantaine d'années après par les Perses, sont revenus en Judée et ils ont dit « nous avons accès à notre terre parce que nous avons respecté un certain nombre de rites qui nous ont permis de ne pas nous mélanger et de ne pas disparaître. » Donc c'est un sujet vraiment intéressant parce que dans ces rites, il y a les interdits alimentaires. Donc j'essaierai d'en parler tout à l'heure parce que ça fait partie aujourd'hui des grands mouvements de société, c'est le retour à l'identité alimentaire, qui traverse toutes les cultures. Hein. Alors, c'est vrai que le sujet est sensible, hein, parce que la diversité culturelle, la diversité religieuse, nous avons tous une histoire, tous des opinions, des sensibilités. Néanmoins, on parle beaucoup aujourd'hui du genre. Je pense que vous avez suivi tout ce... Voilà, on parle beaucoup du genre. Pardon? Non, voilà, Ça fait polémique. Oui, voilà. Ben, c'est-à-dire que ça inquiète, les gens sont inquiets, et on en parle aujourd'hui. Il y a le sujet du mariage homosexuel, qui pose problème à certaines personnes, donc c'est intéressant d'en débattre. Ça fait partie de ce mouvement-là. Hein, cette remise en question-là en fait partie. Le Conseil de l'Europe, dernièrement, certains parlementaires tentent de faire interdire la circoncision. Voilà un sujet intéressant. Si vous avez envie qu'on l'approfondisse, ce sera avec plaisir, parce que c'est une démarche que je trouve irresponsable de la part des parlementaires du Conseil de l'Europe, de prétendre qu'au nom du droit des enfants, les parents n'auraient pas le droit de circoncire leurs propres enfants. Donc ça, c'est un vrai sujet, si on peut l'approfondir, hein, parce que ce n'est pas l'excision des femmes. Donc on ne peut pas mettre au même niveau une mutilation irréversible, pratiquement,
et qui a pour objectif la mutilation, hein, et la circoncision des garçons, qui n'est pas une mutilation. Donc l'approche de ces parlementaires-là, moi, m'a choqué beaucoup. Donc ça vaut la peine, à mes yeux, d'en parler. Le développement du halal, qui n'est pas en soi un problème alimentaire, hein, du tout, mais la démarche de certaines chaînes de ne servir qu'une alimentation sacrée dans certaines de leurs boutiques me pose un problème philosophique, éthique, c'est qu'ils fixent des populations géographiquement, et alors que nous sommes dans une logique, justement, où on ne fixe pas les personnes géographiquement. On ne vit pas dans des tribus, hein, qui ont leur région, leur langue, leur rite. Nous ne sommes pas dans cette logique-là. C'est aussi pour ça que la France, hein, je parle de la France, est très sensible à ces sujets-là, parce que notre principe fondamental, c'est l'indivisibilité de la nation. Donc on se construit sur l'abandon de la logique de tribu. Hein, c'est ça le vrai problème. Donc on n'arrive pas, et on est seul en Europe, à avoir cette approche-là. Donc j'aimerais bien en débattre aussi avec vous, parce que c'est vrai que le problème de la diversité, c'est-à-dire le thème, hein, c'est pas un problème la diversité, mais la problématique liée à la diversité, ça veut dire aussi faire des choix. Et notre problème, c'est faire ces choix sur quels critères. Donc, qui a le droit de choisir, en gros. Et donc, sur quels critères nous pouvons choisir, quels principes éthiques, et comment le faire sans discriminer les personnes. Est-ce que la solution, c'est par exemple le communautarisme? Moi, je ne le crois pas du tout. Et donc, si on a le temps d'en parler, l'exemple anglo-saxon est intéressant à étudier, l'exemple canadien aussi, en partie. Voilà, donc on est dans ce moment-là. Beaucoup de personnes utilisent le terme fait religieux. C'est un terme aussi qui me gêne. Je parle que des choses qui me gênent. Je place le débat. Le terme fait religieux me gêne parce qu'il donne l'impression qu'il y aurait une irruption du fait de la religion dans une société qui aurait été, entre guillemets, étanche aux religions, où les religions n'avaient pas leur place. C'est faux. Hein, il n'existe pas de société a-religieuse. Toutes les sociétés sont construites sur des systèmes de pensée religieux. La religion n'a pas été absente. Et utiliser le terme fait religieux peut donner l'impression qu'il y a une invasion d'une religion ou d'autres religions. Et naturellement, les gens pensent à l'islam en disant le fait religieux aujourd'hui se débat parce que l'islam ci ou l'islam ça, ce qui est faux. Hein, la problématique liée à la diversité religieuse, elle est dans le monde entier, c'est un problème global qui concerne toutes les croyances. Hein, en Grande-Bretagne, la question se pose surtout pour les pratiques des Sikhs, pour un islam pakistanais, pour l'hindouisme, éventuellement. En France, la question se pose en partie pour l'islam, c'est vrai, mais aussi pour les églises évangéliques. Hein, ça aussi, il faut en parler. Donc, chaque région, par son histoire, a sa problématique culturelle et religieuse à gérer. Hein, donc ce n'est pas une religion, mais c'est une diversité de religions qui, pour des raisons que je vais essayer d'évoquer, cohabitent aujourd'hui sur un territoire partagé. Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est inédit. En gros, les systèmes de pensée religieux qui organisent nos sociétés se sont édifiés autour de principes agricoles, donc autour de l'agriculture. Cycle des saisons, cycle des astres, et surtout, à partir du moment où il y a agriculture, sacralisation du territoire. À partir du moment où le territoire est sacralisé, à ce moment-là, nous allons collectivement définir
définir une échelle des différences. Cette échelle des différences, depuis 10 000 ans, c'est celle qui organise nos sociétés à travers le monde. Alors, cette échelle des différences, elle organise d'abord la différence entre l'homme et la femme, ce qui n'était pas le cas avant l'invention de l'agriculture et la sédentarisation et la sacralisation du territoire. Avant, il n'y avait pas de différenciation entre l'homme et la femme. En tout cas, on n'a pas la preuve. À partir du moment où il y a une égalité, ou en tout cas différenciation homme-femme, c'est-à-dire avec des responsabilités pour les hommes et des responsabilités différentes pour les femmes, et des obligations aussi d'enfanter, et d'enfanter en nombre, hein, ça s'organise autour de l'agriculture et de la sacralité du territoire. Donc naturellement, dans l'échelle des différences, l'étranger, celui qui n'est pas du territoire, a aussi un statut différent, ce qui n'était pas le cas avant. Naturellement, celui qui est différent de moi physiquement, couleur de peau, couleur des yeux, couleur de cheveux, texture des cheveux, etc. Orientation sexuelle. À partir du moment où l'acte sexuel... Alors, c'est pas l'homosexualité qui est exclue dans cette échelle des différences, c'est l'acte sexuel non procréateur. Donc, ça veut dire que masturbation, coït interrompu, etc., est interdit au même titre qu'un acte sexuel entre deux hommes. Je rappellerai que l'acte sexuel entre deux femmes n'existe pas. Donc il n'y a pas eu de condamnation de l'homosexualité féminine. Donc dans cette échelle différente, il y a l'orientation sexuelle, il y a le handicap, bien sûr, parce que dans l'esprit des personnes qui organisaient la société de cette façon-là, eh bien, le handicap c'était un châtiment divin, donc la personne est fautive de subir un handicap ou une maladie, et en même temps elle est exclue, elle est éloignée du cœur de la société parce qu'elle est, à leurs yeux, moins utile au travail de la terre, à la protection de la terre, à la transmission de la terre. Voilà, donc on a cette échelle des différences. À partir du moment où un territoire est sacralisé autour d'une population et d'une religion, d'une divinité, le groupe humain qui est au cœur de ce territoire pense qu'il est le centre du monde. On est dans ce qu'on appelle un axis mundi. Donc, autour de ce lieu tourne le monde. Donc, chacun son centre du monde. En gros. Mais ça veut dire aussi que chacun revendique son centre du monde. L'arche de Noé, que nous connaissons tous, quand l'arche se pose après le déluge sur la terre, le lieu où l'arche se pose, c'est le lieu de la refondation du monde. C'est donc le lieu le plus saint. À partir de ce centre-là, tous ceux qui y habitent sont les plus humains, et plus on s'éloigne de ce centre du monde, moins on est humain. Ceux qui sont le plus loin possible sont déshumanisés totalement, donc ils peuvent être esclaves, par exemple. Donc on est dans cette logique de centre du monde, c'est pour ça que tout le monde se dispute le lieu où l'arche de Noé s'est posée. Si vous avez des cartes, et vous avez une trentaine de lieux où chacun dit « c'est chez moi ». Parce qu'on comprend bien que si c'est chez moi, c'est que je suis plus humain que mon voisin. Il se passe donc, vous citiez tout à fait exactement, la plus importante révolution sociale et culturelle à mes yeux depuis l'invention de l'agriculture, c'est la globalisation, c'est-à-dire que les territoires se désacralisent. Parce qu'il y a 215 millions de personnes en une année qui vont résider sur un territoire qui n'est pas leur territoire d'origine, parce qu'il y a 1 milliard et quelques de personnes sur les réseaux sociaux, ça veut dire que les idées, les religions, les interprétations des religions se rencontrent alors qu'elles n'auraient jamais dû se rencontrer, que vous avez 6000 langues vivantes qui ont le droit de s'exprimer. On parle récemment du débat sur les langues régionales et minoritaires. Voilà un autre vrai débat lié à la tribalisation du territoire, etc. Comment gérer cette diversité-là? C'est un vrai sujet. Donc, qui
dit globalisation dit désacralisation du territoire. Si le territoire est désacralisé, eh bien cette échelle de différence ne fonctionne plus. Naturellement, l'égalité homme-femme devient je dirais, l'axe fondamental de ce changement de l'échelle des différences. J'avais fait avec d'autres collègues à Dauphine une étude sur la perception de la diversité dans les entreprises, et on s'est rendu compte que une entreprise, une PME, qui a dans ses effectifs un équilibre hommes-femmes, entre 48 à 52% d'hommes, de femmes, etc., eh bien, il y a pratiquement zéro signalement de discrimination dans l'entreprise sur les autres catégories de la population. C'est-à-dire, en fin de compte, le statut de la femme et de l'homme vis-à-vis de l'homme, en fait, l'égalité féminin-masculin, enferme l'ensemble des catégories qui sont déroulées depuis l'échelle des différences. Voilà, donc, aujourd'hui, globalisation, désacralisation du territoire, de la propriété, quelque part, du territoire, et à ce moment-là, l'égalité homme-femme est, quand je dis inévitable, incontournable. Et donc, naturellement, la mesure du statut des orientations sexuelles, le statut de l'étranger, maintenant, on peut voter même si on n'est pas du territoire. Donc si on n'appartient pas au territoire, on peut voter, ce n'était pas le cas avant. Donc le territoire se désacralise. Problématique, vous avez les 2/3 du monde qui sont sur des logiques des sociétés, je dirais, traditionnelles, qui considèrent que la nature des choses est le cœur de la pensée, que l'homme et la femme font partie de la nature des choses, et donc les 3/4 du monde vivent dans cette logique-là, que les différences font le statut. Donc tout simplement que l'homme et la femme sont différents, la nature a voulu qu'ils soient différents, donc l'homme a des devoirs et des obligations par sa propre volonté naturelle, et la femme aurait des devoirs et des obligations différentes parce qu'elle est différente. De la même façon, celui qui n'a pas de travail ne doit pas nécessairement toucher de l'argent. La personne qui subit un handicap n'est pas accompagnée, et ainsi de suite. Et puis vous avez 20-25% de la société du monde, disons, qui est dans une logique d'émancipation de la nature, et qui considère que la nature fait les choses, mais que c'est à nous de les perfectionner. Et donc, ce n'est pas parce que l'homme n'accouche pas, qu'il n'a pas autant de droits parentaux, ou d'obligations parentales, que la femme qui accouche, et vice-versa. L'émancipation de la nature, c'est se poser la question de celui qui n'a pas de travail doit toucher un salaire. Celui qui a un handicap doit avoir un métier. On est totalement à l'envers du principe naturel. La question du mariage entre personnes du même sexe est aussi très intéressante. 2 hommes ne peuvent pas avoir d'enfants ensemble. Quand on est dans une logique d'émancipation de la nature, eh bien, on essaye de pallier à cette situation-là en disant, bah si, ils peuvent se marier. La nature fait les choses, mais nous, on les rend compatibles. Voilà, on perfectionne la nature. Et ça, on l'a déjà dans des textes bibliques il y a 20 siècles. Déjà, la circoncision, par exemple, Dieu crée l'homme inachevé, et l'homme s'achève par ses choix. Donc, on est dans ce mouvement-là. Donc, vous avez les 3/4 du monde qui sont dans une logique, et 1/4 du monde qui est dans cette logique, à mes yeux. Vous avez, par exemple, dans les théocraties sont naturelles. Une théocratie est dans une logique naturelle. Puisque Dieu crée le monde, et donc tout découle de cette organisation-là. Face à la globalisation, qu'est-ce que font les théocraties? Eh bien, elles resacralisent leur territoire. Elles donnent une place différente à l'étranger, elles donnent une place différente, voire inférieure aux religions extérieures au territoire. L'Iran, par exemple, resacralise son territoire. Comment fait-elle? Elle a juste une chose à faire. Elle voile les femmes. Mais elle voile toutes les femmes.
Donc nous ne sommes pas dans une démarche religieuse, nous sommes dans une démarche de resacralisation du territoire, on refait des frontières spirituelles. Alors que, en France par exemple, hein, ou en Europe, on est dans une logique de désacralisation du territoire, où c'est le droit de l'individu qui compte, et pas le droit ni du groupe, ni de la tribu, et on n'est pas dans la loi de la terre. Voilà, donc on est dans une nouvelle problématique, c'est toute cette diversité de diversité, qui maintenant a le droit, dans des démocraties, et notamment en France, de cohabiter, d'exister, etc. Comment on gère? C'est ça la vraie question. Il n'est pas question d'interdire, de repousser, de rejeter, d'écarter. La question c'est là, c'est comme ça, c'est une mutation du monde. Comment va-t-on gérer cette situation pour la rendre performante pour la société? C'est-à-dire pour que ça produise du bonheur, de la justice et du bonheur. Voilà, pour tous. Donc comment va-t-on faire? Sur quels critères? C'est ça le vrai sujet. C'est pas de dire comment faire pour empêcher un tel et un tel de s'exprimer ou un tel et un tel d'exister. Ça, c'est les théocraties qui font ça ou les régimes totalitaires. Mais dans notre démarche, nous on ne peut pas le faire. Hein, c'est pour ça qu'il faut se libérer des grandes peurs. Par exemple, que l'islam se développe trop vite. Voilà. Attention, j'aime bien toucher tous les sujets comme ça, c'est énervant. Mais la question sur un territoire, et on va en parler avec les identités individuelles, hein, c'est la visibilité. C'est pas la croyance. Personne ne s'oppose aujourd'hui aux croyances des uns ou des autres. Hein, je rappellerai que la Constitution est française et européenne fait de la liberté de conscience, de religion, de rite et de culte un droit fondamental. Donc, il n'y a même plus de débat sur ce sujet-là. La question, c'est les traditions. Donc, comment gère-t-on les traditions? C'est pour ça que les régimes totalitaires, les théocraties, elles ont bien compris que nos sociétés démocratiques acceptent totalement le droit de conscience, le droit de rite, le droit de culte, mais que la tradition n'en fait pas partie. Et les régimes totalitaires se battent à l'ONU pour que les traditions aient un statut qui soit supérieur au droit parlementaire, par exemple. Voilà. Et là, on est dans un vrai sujet. C'est sur les traditions, parce qu'elles n'ont aucun fondement. On est dans la tribalisation. C'est à partir du moment où il y a globalisation des cultures, rencontre des cultures, il y a des frictions. Ces frictions, elles naissent pas parce qu'il y a des volontés d'invasion des uns ou des autres, parce que, pour revenir, je disais l'islam est supposé se développer trop vite, ce que je ne crois pas, et que le christianisme reculerait. C'est les gens ont cette sensation. Bon, 2,2 milliards de chrétiens dans le monde, 1,2 milliard à 1,6 milliard de musulmans. Le christianisme se développe énormément, mais il se développe visiblement en Afrique subsaharienne et en Amérique du Sud. Pas forcément le catholicisme, les églises évangéliques, le protestantisme, etc. Mais ça ne recule pas. Hein, ce qui se passe en France sur le catholicisme et les inquiétudes, que je comprends tout à fait, parce que je l'étudie, hein, Jésus, je travaille sur Marie-Madeleine, je travaille là-dessus. C'est un problème de, non pas de croyance ou d'appartenance religieuse qui est remise en question, c'est un problème de visibilité. Pourquoi? Parce que, tout simplement, à partir du moment où le territoire est désacralisé, la référence au territoire fragilise les identités. Comme il n'y a plus de référence territoriale, l'identité des personnes est fragile. Comme une identité, j'espère que je vais être clair, une identité se définit par rapport au regard que l'autre porte sur soi, eh bien, la personne qui a une identité fragile va vouloir être visible.
pour que son identité se conforte dans le regard de l'autre. Question qui ne se pose pas sur un territoire entièrement catholique, puisque justement, il n'y a pas de dissemblance, donc il n'y a pas de remise en question de l'identité. Donc on est juste dans ce problème d'identité fragilisée. C'est pour ça que plus Ramadan est pratiqué, plus les catholiques pratiquent carême. Parce qu'en miroir, vous avez l'identité qui se met en place. Ça ne veut pas dire donc qu'une religion recule. Ça veut dire simplement que dans le cas d'une globalisation, dans une mutation de société, chacun va se redéfinir. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est qu'on se redéfinisse ensemble. Et pas séparément. Donc tout mon travail, c'est vrai, va toujours dans le sens, je m'en rends compte au fur et à mesure de ce que je fais, va toujours dans le sens de tenter d'éviter tout ce qui est séparatiste dans les rites. Donc tout est acceptable dans une société ouverte, excepté les rites de séparation. Donc, c'est là le problème. Voilà. C'est là le problème parce que quand il y a rencontre de culture, eh bien, il y a zone de friction. Ça ne veut pas dire des affrontements, mais des zones de friction. Des personnes qui sont déstabilisées ou des identités qui sont plus fragilisées, plus incertaines. Et ces zones de friction sont toujours les mêmes. Le statut de la femme, ça fait vraiment partie des débats quotidiens que j'ai. Statut de la femme. Alimentation. Et l'alimentation, c'est vraiment l'apanage de la tribu dont vous parliez. Hein. La tribu, toutes les tribus, tous les groupes humains ont des interdits alimentaires et des obligations alimentaires. C'est ça qui les définit à l'intérieur du groupe, et c'est ça qui maintient les autres, entre guillemets, à l'extérieur du groupe. L'alimentation, les obligations alimentaires empêchent l'exogamie, empêchent le mariage hors du groupe. Hein, donc on est avec les statuts des femmes et l'alimentation, ce qui ne veut pas dire que les gens n'ont pas le droit d'avoir leur alimentation. Moi je parle toujours d'espace collectif. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie, où il veut. Je dirais ça ne nous concerne pas. Il n'y a ni mal ni bien, il n'y a pas de jugement à porter. Par contre, restauration collective, dans l'entreprise, cantine, etc., faut-il qu'il y ait des alimentations sacrées ou pas? La réponse, à mes yeux, c'est non. Parce que notre rôle, c'est justement d'effacer ce qui va séparer. Après, mais il faut le faire sans pour autant exclure les personnes. Donc voilà, c'est une quadrature du cercle, mais il faut avoir cette éthique-là. Mes yeux. C'est l'éthique, c'est de dire je ne favorise rien qui va séparer les personnes. Et intellectuellement et physiquement. Le problème aussi des zones de friction, c'est les problèmes de calendrier, les problèmes de fête, les problèmes de temps. Il y a un temps collectif, chaque religion a son temps. Bon, comment fait-on communiquer des temps différents? Voilà, si des personnes vivent dans des temps différents, il est difficile de les faire vivre ensemble. Donc comment fait-on? Parce que aussi les personnes ont le droit de faire ce qu'elles veulent dans le temps qui est le leur. Donc c'est un vrai sujet. Quand on parle du temps, ça veut dire une prière par exemple. Moi je suis confronté dans les entreprises régulièrement au problème de prière, qui n'est pas un problème en soi. Chacun a le droit de vraiment, et personne n'a le droit de s'opposer à ce que quelqu'un prie. La question ne se pose pas. Mais dans les entreprises, le débat se pose. Il y a des personnes qui en font des casus belli. Des personnes qui ne supportent pas, d'autres qui veulent que ce soit très visible, d'autres qui veulent des espaces, etc. Donc ce sont des zones de friction, je ne dis pas des zones d'affrontement, ce sont des zones de friction qu'il faut gérer. On doit les gérer parce que on parle de prières dans l'islam où il y a à peu près 5 prières, mais que la législation permet de grouper, comme on le sait tous, hein. Mais il y a les prières chrétiennes. Si l'identité fragilisée des uns va mener à dire ben, puisque vous priez, je vais prier aussi, comment la société s'en sort? Comment l'entreprise s'en sort? Comment elle va le gérer? Que chacun ait son temps.
alors qu'on doit avoir un temps collectif. Donc comment fait-on pour le gérer? C'est ça la vraie question. C'est pas, le but n'est pas de comment fait-on pour interdire, c'est comment fait-on pour que ça marche. Sur le statut de la femme, il y a un vrai sujet. Il y a des... et c'est transreligion. C'est pour ça qu'il faut vraiment être extrêmement... C'est transreligion. L'excision, par exemple. Qui est donc mutilation du clitoris des femmes, etc. etc. Quelquefois, c'est simplement symbolique. J'avais fait un livre, il est là, sur les persécutions faites aux femmes. C'est horrible. Voilà. Ça fait partie de ces sujets-là que je trouve voilà, sont des terrains de bataille qu'il faut avoir. Mais ça ne vient pas de l'islam, à aucun moment. C'est revendiqué par des gens dans l'islam, alors que ce n'est pas une prescription de l'islam du tout, jamais. C'était des pratiques rituelles géographiques qui ont été conservées quand des personnes se sont converties. Mais ce n'est pas une demande de l'islam. Et même, vous avez quand même des personnes qui pratiquent l'islam et qui considèrent que l'excision se justifie. Mais à côté de ça, vous avez des coptes, on parlait de coptes tout à l'heure, les coptes, 10% pratiquent l'excision. En Égypte. 10%. Mais attention, ça peut être uniquement symbolique. Hein. Ça peut être faire couler du sang, ça peut être une entaille. Mais ce que je veux dire, c'est que le rite y est. C'est très intéressant. Donc c'est transreligion parce qu'on est dans le statut de la femme. Dans les entreprises, de plus en plus de jeunes hommes refusent de serrer la main des femmes. Donc ça aussi, ça a été un débat. Comment gère-t-on cet ensemble d'attentes? Autre chose que je voudrais ajouter, c'est sur le terme diversité lui-même, hein, pour sortir de l'aspect tragique de la diversité culturelle, mais sur la diversité elle-même, c'est un terme qui est importé des États-Unis. Hein, on a simplement traduit directement diversity en diversité. Parce qu'aux États-Unis existe le diversity management. On s'est inspiré de ce terme, c'est le terme qui est utilisé par tout le monde, donc c'est le bon terme, hein. On ne peut pas revenir en arrière, mais nous n'avons pas la même histoire. Les États-Unis avaient la ségrégation. Après la ségrégation, ils ont eu la discrimination positive et ils ont eu le diversity management, qui était en réalité recruter des personnes selon leur ethnie, pour qu'elles vendent, par exemple, à des personnes de leur propre groupe culturel. Donc, ils embauchaient des Noirs pour vendre à des Noirs, des femmes pour vendre à des femmes, des gays pour vendre à des gays, et ainsi de suite. Des Mexicains enfin des Hispaniques pour vendre à des Espagnols, enfin des Américains d'origine espagnole, et ainsi de suite. Donc, on n'est pas du tout dans l'aspect philosophique de la diversité que nous avons, c'est-à-dire ce sont des différences. Ce n'est pas une diversité d'une norme. C'est ça que quelque part que veut dire le terme diversité. On n'est pas en train de gérer des divergences à partir d'une norme. Nous, on considère qu'il n'y a pas de norme. Ce sont des différences. Nous le sommes tous. Nous sommes tous divers. Nous sommes tous détenteurs d'une diversité. Parce qu'on peut être un homme, une femme, avoir une religion, une origine, une orientation sexuelle, une situation de handicap, de maladie, etc. Donc, à l'intérieur d'une personne, il y a une multitude de diversités qui créent la différence. Voilà. Donc, notre problème à nous, c'est de gérer ces différences-là. Pas de gérer une diversité par rapport à une norme. Voilà. D'où la difficulté. Voilà. Donc, on en est là. Donc si vous voulez plutôt qu'on débatte, je pourrais approfondir tous ces sujets. Bon, je pense que nous n'avons que l'embarras du choix, puisque Patrick Bellan a ouvert une multitude de sujets. Et je remercie parce qu'on commençait à se poser des questions avec
mademoiselle Bono, pour savoir s'il y a encore des sujets à débattre. Je crois qu'il y en a une vingtaine, donc merci de nous avoir alimenté en termes de sujets potentiels pour ce café philosophie. Alors, maintenant c'est à vous de réagir. Je pense que énormément de choses ont été dites. Patrick Bannon a aussi eu, je dirais, la franchise de prendre position sur un certain nombre de sujets. Il a affirmé clairement sa position, mais en même temps, je pense que c'est une position qui reste ouverte au débat, et notamment quand il a tapé sur Aristote. Je savais. Je ne suis pas un inconditionnel d'Aristote, mais mon prof de terminale, il y a ça un certain nombre de décennies, nous avait alerté sur quelque chose qui est de faire